Ok, très bien. Bah, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Elsa. Merci pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler d'une catégorie de produits un peu à part dans les produits de biocontrôle ou biostimulants, qui sont pas toujours forcément des produits de biocontrôle ou biostimulants d'ailleurs. Ce sont les stimulateurs de défense et on parler en fait des facteurs qui vont influencer la stimulation des défenses sur pommiers. Donc ces produits ont la particularité, comme plusieurs types de produits, de reposer quasi intégralement sur la physiologie de la plante pour produire leur réponse, qui est la protection contre des bioagresseurs. Donc ces travaux, ils sont menés à l'IRHS d'Angers notamment, mais en réseau avec d'autres personnes. Donc pour commencer, alors une fois n'est pas coutume, voilà. Nous, on parle de résultats qu'on a obtenus au verger, parce qu'on a la chance d'avoir un verger expérimental qui est illustré ici d'1 hectare de golden à côté de notre laboratoire, donc à l'unité expérimentale horticole, où on va suivre sur la saison de culture, en tout cas entre mars et juillet principalement, l'apparition d'une maladie sur le pommier qui est responsable de près de la moitié des traitements ou plus de la moitié des traitements, qui est la tablure du pommier qui produit donc des taches sur les fruits qui les rend incommercialisables et qui peut impacter le potentiel de production des arbres. Donc cette maladie fongique, en fait, elle agit principalement sur la période printanière, donc au moment de la floraison de l'arbre. C'est là qu'on a les vagues de contamination primaire, donc les ascospores qui vont émerger et qui vont contaminer les fleurs et les feuilles et les fruits. Et ça, généralement, c'est maîtrisé en champ par le passage de fongicides qui, dans notre cas, en fait, vont être appliqués uniquement quand on a des risques forts d'infection. Donc ça, on se base sur des modèles prédictifs, notamment RIMPRO. Et donc, cette stratégie va permettre de protéger en partie les arbres, mais pas totalement, ce qui va permettre de laisser rentrer en fait un peu de maladie. Et en complément de ça, en fait, de cette stratégie de protection uniquement des risques forts, on va appliquer de manière cadencée des stimulateurs de défense pour voir si on a un gain de protection par rapport à une situation où on laisse en rentrer un peu de maladie. Et donc, ce qu'on a pu voir sur plusieurs années d'essai, c'est que d'une année sur l'autre, pour des SDP qui fonctionnent plutôt bien, hein, même si on n'est pas du tout dans un cas de figure où on va avoir quelque chose de satisfaisant pour un producteur, on a encore 20% des fruits qui sont tablés, on a quand même une réduction de l'ordre de 40% des dégâts provoqués par cette maladie certaines années, comme en 2016 ici. Et par contre, en 2017, on se retrouve avec seulement 10% de protection. Donc, voilà, un niveau vraiment pas du tout satisfaisant. Mais j'enlève juste un truc. Pouf. Voilà. Donc, on a quand même des effets qui sont très variables d'une année sur l'autre. Pourtant, c'est le même protocole d'application, c'est les mêmes arbres, c'est la même variété, c'est la même maladie. Donc, il y a forcément des choses qui interfèrent. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de trouver en fait les facteurs qui vont influencer la variabilité des résultats qu'on observe en verger. Donc pour faire ça, on a deux approches. Le classique des scientifiques, qui est l'approche factorielle, donc essayer d'isoler un par un les facteurs dont on pense qu'ils vont influencer l'efficacité de ces stimulateurs de défense. Donc cette approche a pour avantage d'être plutôt facile à mettre en œuvre, parce que toute chose égale par ailleurs, on va se focaliser sur un facteur. L'autre type d'approche, c'est les approches système, qui a pour avantage d'être une démarche sans a priori, qui, selon moi, naïvement, en fait, est en ce moment ou depuis quelques années facilitée par la mise en place des logiciels, enfin, des programmes d'intelligence artificielle, en se basant notamment sur ce qu'on peut voir dans les revues médicales ou dans les études cliniques. Et par contre, en point négatif, en fait, c'est que pour les approches factorielles, donc c'est une démarche avec a priori, donc on peut éventuellement rater les choses. Et comme l'a bien dit Stéphane tout au début, à partir du moment où on s'intéresse à des facteurs, on peut s'intéresser à des interactions de facteurs, donc à une multiplicité de conditions dans lesquelles tester nos produits et nos effets. De l'autre côté, pour les approches système, la chose négative, c'est qu'on a besoin d'une grande masse de données pour avoir des variables explicatives. Donc, qui dit grande masse de données dit grande masse de mesures et donc équivalent temps plein donc de la main d'œuvre pour mettre en place ces choses-là. Donc nous, on a démarré par des études avec des approches factorielles. Donc on va essayer de les construire un par un
les facteurs dont on pense qu'ils peuvent influencer cette variabilité de résultat d'une année sur l'autre. Alors, ces différents facteurs, on a réfléchi à ce que ça pouvait être. Ça peut être les conditions d'application, donc le réglage des buses, la quantité de produits apportés, la vitesse du tracteur qui passe entre les rangs, les facteurs climatiques qui ont déjà été évoqués, la présence de facteurs biotiques autres, donc ça peut être le microbiote, ça peut être la faune auxiliaire, ça peut être la présence de plantes adventices ou plantes de service dans les parcelles. Ça va être toutes les autres interventions qui vont être mises en place dans le verger, donc l'utilisation de régulateurs de croissance, d'éclaircisseurs chimiques, mais aussi tout ce qui est nutrition végétale, et les facteurs génétiques ou épigénétiques éventuellement, mais dans notre cas-là, on est toujours sur une même variété, à savoir du Golden Delicious. Donc il a fallu commencer par quelque part. On a commencé par les facteurs climatiques et notamment sur l'effet de la température, puisque c'est quelque chose qui peut être plutôt assez simple à tester, enfin simple en premier abord, et qui a fait l'objet de pas mal d'études, notamment dans le cadre des interactions entre plantes et agents pathogènes, effet de la température. Et donc il y a une revue qui a été publiée il y a quelques années, et que je vous invite à lire, qui fait une analyse un peu exhaustive de tout ce qui avait été publié là-dessus. On a commencé donc à travailler en conditions contrôlées sur des semis de pommiers, donc qui ont l'avantage d'être, qu'on peut produire en grande quantité dans nos installations. Et comme challenge pathogène, on est parti sur Erwinia millovora, qui est responsable du feu bactérien, un agent pathogène qu'on maîtrise assez bien au laboratoire. Et donc ces semis de pommiers, on a pris le parti de les placer dans différentes conditions, donc dans des armoires climatiques. Pendant 5 jours, on les met à température normale. Et ensuite, il y a une partie des plantes qui sont dans une armoire qui vont rester à température de confort, soit 21 degrés, et une partie des plantes qui vont subir un stress thermique de 35 degrés, qui était à l'époque ce qu'on pensait être un stress thermique plutôt exceptionnel. Donc ça, c'est des données de 2017. Maintenant, on se rend compte qu'il faudrait plutôt passer à 40 degrés, et ça va très vite, vous le constatez tous. Et donc, pendant 24 heures, on les place en situation contrastée thermique. Et au début de ce passage en situation thermique contrastée, on applique un traitement contrôle ou un traitement stimulateur de défense. Le lendemain, on replace les plantes en conditions de confort en armoire climatique, puis on les repasse en serre. Et au moment de les passer en serre, on va faire des prélèvements sur les plantes pour analyser les défenses. On s'intéresse donc aux stimulateurs de défense. Et on va aussi inoculer une partie de ces plantes avec Erwinia millovora et 3 à 4 semaines plus tard, mesurer l'incidence de la maladie pour voir si les stimulateurs de défense sont protégés aussi bien en conditions thermiques de confort qu'en situation de stress thermique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a eu la surprise de constater que quand on applique nos stimulateurs de défense, donc ici on a la proportion de plantes malades et de plantes saines, on voit que on reproduit une efficacité de protection avec les stimulateurs de défense, donc vis-à-vis du feu bactérien, l'incidence de la maladie baisse. En revanche, pour les plantes qui ont subi un stress thermique le jour du traitement, on voit qu'on a complètement annihilé l'efficacité de protection de stimulateurs de défense. Donc on a été voir au niveau des défenses et d'un marqueur de résistance en particulier qu'on étudie au laboratoire qui est impliqué dans la résistance vis-à-vis d'Erwinia millovora. C'est une protéine qui est une lectine. Et on s'est rendu compte que, quelles que soient les conditions thermiques dans lesquelles on a placé nos plantes, l'application du stimulateur de défense induit l'expression du gène qui code cette protéine. Et on a également l'accumulation de la protéine. Donc en soi, ce n'est pas parce qu'on a placé les plantes à 35 degrés que le marqueur de résistance n'est plus produit. Donc on n'explique pas cette diminution de l'efficacité de protection par un manque d'activation de ce marqueur de résistance. Donc on a été voir un peu plus largement sur plusieurs marqueurs de défense classiques qu'on étudie, et on voit que dans les deux cas, en fait, il y a un contraste entre la situation où on traite à l'eau ou au SDP, qu'on soit à 21 degrés ou à 35 degrés. Donc, à nouveau, pas d'effet, les marqueurs de défense ne sont pas explicatifs de cette perte d'efficacité à 35 degrés. On a été voir encore plus loin par des approches de transcriptomique, et là, à nouveau, on ne retrouve pas de choses flagrantes qui pourraient expliquer cette perte d'efficacité de protection. Donc, en conclusion, ici, on a pu démontrer que des températures élevées inhibent l'efficacité du SDP testé ici contre cette maladie, sans affecter pour autant de manière visible
les défenses. Ensuite, on a été faire un peu la même chose, mais en changeant légèrement les modalités de culture, c'est-à-dire que les semis de pommiers, on les a au début cultivés en serre, et le jour du traitement SDP et éventuellement du stress thermique, on a séparé les plantes en plusieurs lots. Il y a une partie des plantes qui ont été placées en armoire climatique à 35 ou à 21 degrés, d'autres qui ont été placées dans des compartiments de serre à 35 ou à 21 degrés. Le lendemain, on rebalance les plantes en conditions de confort sous serre. On fait la même chose, on inocule une partie des plantes et on mesure l'incidence de la maladie 3-4 semaines plus tard. Et une partie des plantes, le jour de l'inoculation, on fait des prélèvements pour analyser les défenses. Donc à nouveau, à 20 degrés, on a notre stimulateur de défense qui protège qu'on soit en conditions armoire climatique ou qu'on soit en serre. Et là où ça devient étonnant, c'est quand on compare l'effet du stress thermique quand on est en armoire climatique ou quand on est en serre. En armoire climatique, on reproduit à nouveau la perte d'efficacité du stimulateur de défense. Par contre, quand on est en serre, on a restauré l'efficacité de notre stimulateur de défense, bien qu'on soit à 35 degrés. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des défenses, on voit que dans tous les cas, qu'on soit à 20 ou à 35 degrés en armoire climatique ou en serre, on a une augmentation de notre niveau de défense pour les marqueurs testés ici quand on applique le stimulateur de défense. Donc, à nouveau, la température élevée inhibe l'efficacité des SDP, mais en armoire climatique, et ça n'affecte pas les défenses. Alors, on s'est dit, là pour l'instant, on en est là. On se dit qu'il se passe des choses en armoire climatique qui ne se passent pas en serre, et notamment un des facteurs qui pourrait expliquer cela, c'est la différence de spectre lumineux auquel sont soumises les plantes. Donc en armoire climatique, ici on a des armoires à LED qui ont un spectre lumineux avec deux fortes intensités dans le rouge et dans le bleu, alors qu'en serre, on a la lumière naturelle du soleil filtrée par les panneaux de la serre. On a aussi un éclairage d'appoint avec des lampes à sodium. Donc peut-être qu'on a un effet de la température qui est modulé par le spectre lumineux auquel sont soumis les plantes. Ça, c'était pour un aspect. Maintenant, l'autre que je vais illustrer rapidement, c'est les autres intrants et notamment la nutrition azotée, à savoir comment est-ce que la nutrition azotée pourrait expliquer des différences d'efficacité de protection par ces stimulateurs de défense. Donc on est reparti en serre avec des semis de pommiers cultivés en hydroponie. Et donc une partie de ces semis vont être soumis à un régime azoté normal pendant 12 jours, et une autre partie de ces semis vont subir une forte limitation dans la nutrition azotée pendant 12 jours. Ensuite, on replace ces plantes en conditions de confort azoté et on fait nos traitements stimulateurs de défense. De la même manière, on prélève au moment de l'inoculation une partie des plantes pour analyser les défenses et on fait les notations d'incidence de la maladie 3 semaines plus tard. Donc ce qu'on voit, c'est ici une autre présentation, mais à nouveau, les stimulateurs de défense en conditions de confort protègent contre le feu bactérien, l'incidence de la maladie baisse. Par contre, pour les plantes qui ont subi une limitation azotée pendant près de 2 semaines, on a une efficacité de protection qui est bien supérieure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé pour plusieurs stimulateurs de défense vis-à-vis du feu bactérien, mais également vis-à-vis de la tavelure. Quand on s'intéresse à la modulation des défenses, à nouveau ici, c'est un histogramme cumulé de l'induction de gènes de défense. On voit que en conditions de confort, on augmente la stimulation des défenses, donc l'expression de ces gènes marqueurs, qu'on soit en confort azoté ou qu'on soit en limitation azotée. Et de manière étonnante, on n'a pas vraiment de différence au niveau du statut de défense que quand les plantes ont été traitées au SDP, qu'elles soient en situation de confort ou en situation de carence azotée. Donc une limitation azotée transitoire augmente l'efficacité des SDP, mais n'affecte pas pour autant les défenses. Donc là, tout récemment, c'est des travaux qui sont en cours. On a été analyser l'accumulation de certains métabolites du métabolisme primaire, et là, on s'est rendu compte que, en fait, il va y avoir des grosses variations d'accumulation de métabolites entre les plantes qui ont été traitées au SDP en situation de confort azoté ou en situation de limitation azotée. Donc peut-être que les variables explicatives
ne sont pas allés chercher du côté des défenses, comme on s'attendrait avec ce type de produit, mais du côté de l'accumulation de certains métabolites qui ne sont pas décrits comme étant des métabolites de défense vis-à-vis des agents pathogènes. Donc, si on fait un petit peu le résumé de ces travaux qui regroupent des travaux de 3 thèses différentes, donc qui ont été enclenchées il y a déjà 4 ou 5 ans, sur l'intégralité des facteurs qu'on a étudiés en laboratoire, on a pu voir que les températures élevées inhibent l'efficacité des stimulateurs de défense, que peut-être le rayonnement lumineux interfère avec cette inhibition par des températures élevées, et que du côté des intrants, une limitation en azote, sur notre système en situation un peu artificielle, va augmenter fortement l'efficacité de ces stimulateurs de défense. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec cette approche factorielle. Et donc, si on voulait continuer à aller jusqu'au bout, il faudrait peut-être plusieurs carrières de plusieurs chercheurs pour arriver à essayer de trouver tous les facteurs, comment ils interfèrent avec les avec les stimulateurs de défense. Donc, on a choisi, dans le cadre d'un projet qui se nomme un projet PPR Capzo-Aerophyto, d'implanter en fin de projet un verger système, donc à proximité d'Angers, en 2025-2026, sur lequel on va étudier plusieurs facteurs, donc notamment l'implantation de 7 variétés différentes, la présence ou non de plantes de service, l'application de stimulateurs de défense et la limitation d'apport d'azote au niveau du sol de cette culture. Et donc, tout ça, ça va être suivi d'assez près. Et donc, je voulais terminer un peu sur si on travaille que nous là-dessus, on va avoir les résultats sur plusieurs années dans notre système à nous. Mais si on voulait vraiment avoir des réponses un peu plus exhaustives par rapport à ce type d'approche système, il faudrait travailler en réseau et se mettre d'accord sur la masse de données à collecter et notamment, je tenais à préciser ici, les données pertinentes, parce qu'on a vu qu'avec nos approches factorielles, on peut identifier non seulement des facteurs qui peuvent interférer avec l'efficacité des stimulateurs de défense, mais peut-être aussi mettre en évidence des marqueurs qui ne sont pas uniquement des marqueurs de défense, mais des marqueurs métaboliques, par exemple, qui pourraient être également intéressants de mesurer pour faire ensuite tourner les approches de modélisation qui permettraient d'expliquer pourquoi on a des variations d'efficacité de ces produits de stimulation de défense des plantes. Voilà, donc je termine par remercier toutes les personnes qui travaillent sur ces approches, notamment Marie-Noëlle Brisset qui coordonne tout ça, mais les travaux des 3 thèses mentionnées pendant cette présentation, celle d'Erwan Chavonnet, de Bao Nguyen et de Terence Mobarak qui travaillent sur ces approches factorielles. Et quant à moi, je vous remercie également. Allô, ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Du coup, est-ce qu'il y a quelques questions J'ai déjà une dans la salle. Bonjour, Hélène Joie de Sudexpé. Je travaille sur le pommier aussi et je m'intéressais sur le choix qui a été fait sur les températures contre le feu bactérien, puisque la contamination et l'expression des symptômes c'est plutôt au printemps, au moment de la floraison, où on a rarement 35 degrés, même dans le sud. Du coup, je voulais savoir si vous aviez testé aussi des températures plus basses, voire des conditions de gel, ou non. Alors, on a été à des températures, on est descendu à 5 degrés. On n'est pas, alors, des conditions de gel, ça, on peut pas les avoir dans les aromares climatiques. On a testé des températures basses et en fait, c'est vraiment c'est plutôt des températures élevées qui vont inhiber l'efficacité de ces stimulateurs de défense. Alors, là, ce qu'on fait, c'est le jour du traitement stimulateur de défense qu'on applique notre stress thermique. Par contre, quand on inocule les plantes, elles sont revenues en situation de confort. Donc, c'est pour voir comment le coup de chaud intervient avec la stimulation des défenses et pas forcément avec le moment de l'inoculation. Mais pour ce qui est des températures printanières chaudes, nous aussi, c'est ce qu'on s'était dit. On va commencer par des situations un peu extrêmes et en se disant que ça n'arrivera pas. Mais par exemple, l'année dernière, bon, c'est quand même un peu après la floraison.
Mais il y a eu au 15 juin, il me semble, dans notre région, des températures qui sont montées jusqu'à 35 degrés. Donc on est arrivé sur des conditions thermiques qui peuvent éventuellement se présenter comme ça à des moments un peu plus tôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai une aussi dans la... Il y en a pas mal dans le chat. Encore une fois, dans le chat, Alexandre, si tu peux réussir à y répondre juste après. Du coup, ouais. Bonjour, Caroline Goutsoulard de l'IFV. Moi, je me pose la question sur quand vous avez appliqué le SDP, est-ce que le stress a été mis donc avant application ou est-ce que le SDP a été appliqué dans les conditions de stress? C'est-à-dire les plantes, enfin, c'est les conditions d'application, moi, qui m'intéressent. Est-ce que pas les conditions de stockage des plants ou avant ou après, mais vraiment les conditions au moment où le SDP a été appliqué? Non, alors le SDP est appliqué en dehors des armoires climatiques. Et ensuite, on met les plantes dans les armoires climatiques ou dans le compartiment chauffé. Mais on a aussi fait, alors je ne vais pas tout présenter, mais on a aussi fait des applications de stress thermique un jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant. Et à chaque fois, en fait, quand les plantes sortent de stress thermique, enfin, on vient de subir un stress thermique, on a cette perte d'efficacité. Pour toutes les questions un peu de méthodologie, je rappelle, il y a 2 réseaux. Alors pour les INRA, il y a le réseau Envie qui fait des journées où il parle vraiment méthodologie de stress combiné. Et pour les instituts techniques et académiques, il y a le RMT Bestim où on partage justement sur nos méthodes et nos protocoles. Donc c'est sûr, il n'y a pas les entreprises, mais pour les autres, je vous invite à venir à nos journées. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on en prend une quand même une en ligne. Par exemple, il y a la question sur il y a un temps de mise en œuvre des cultures de biostimulants. Travaillez-vous en préventif? Oui, on laisse systématiquement passer au minimum un jour avant d'inoculer les plantes avec nos agents pathogènes ou nos ravageurs. Il faut que la plante puisse ait le temps d'activer ses défenses avant de devoir la challenger. Donc dans nos conditions, c'est 24 heures minimum. Du coup, merci beaucoup Alexandre. On va du coup passer à la présentation suivante.